Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Merci de nous suivre là où vous êtes, évidemment en Algérie. Beaucoup également d'auditeurs fidèles à l'étranger. Bienvenue à nos invités. Akram Khalif, bonsoir. Saïd Jafar. Bonsoir. Linda Abou et Hassan Ouali. Bonsoir. Et merci d'être parmi nous pour ce mercredi très particulier. Nous allons parler de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets que nous avons tous vécu en tant que journalistes. On commence par l'indétrônable image de la semaine. Saïd, quelle est votre image marquante de cette semaine? Indéniablement, moi je suis heureux que des jeunes Algériens ont été libérés aujourd'hui. Et je suis heureux pour les juges parce que ce qui vient de se passer montre que même dans un contexte difficile, il y a des hommes qui jugent, décident en leur âme et conscience conformément à la loi. Parce que la loi, elle est très claire, il n'y a pas de délit de port de drapeau. Et ce juge-là, comme ceux de Annaba, de Chlef, de Béchar avant eux, on dit la loi. Et c'est remarquable, c'est très bien. Akram, votre image marquante de la semaine? C'était le Hirak sous la pluie. Tout simplement, beaucoup craignaient que le froid, l'arrivée du froid et de la pluie allait ralentir le Hirak. Pas du tout, il y avait autant de monde qu'avant, et même plus. Et ça marquait aussi, vendredi passé, l'entrée dans la 4e saison, peut-être la dernière saison du Hirak. Parce que c'est la première épreuve d'hiver, il a commencé en février, il faisait beau en février. Linda Abou, votre image marquante de la semaine? Mon image de la semaine, c'était ce matin au tribunal de Bab el-Oued, Baïnem. L'image, c'est le juge de ce tribunal lorsqu'il est rentré à la salle d'audience, et la présence, la salle était archi comble, bien sûr. Il y avait la famille, les amis et les amis des détenus, plus des militants, et personne ne s'est levé pour le juge qui était un peu fâché au début. Il a dit ma tahtarmouch la adala. Et voilà, il était déçu, et 30 secondes après, il a prononcé le verdict, l'acquittement, le bara'at tamma, qui a tout changé. Bah, s'il savait, il se serait levé, évidemment, mais il ne pouvait pas deviner L'assistant s'est levé. ce verdict. Oui. Avant et après. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Hassan Ouali? Deux images contrastantes. La première, c'est celle des détenus de l'emblème Amazir et de ceux qui vendaient des pinces et ceux qui étaient assis à côté des gens qui brandissaient l'emblème Amazir. C'est leur dignité, leur courage, qui a un long procès qui a duré plus de 20 heures. Et malgré la condamnation, ils étaient restés dignes et courageux. Et face à cela, l'exercice pathétique de certains journalistes à la conférence de presse de Tebboune, qui voulait vendre l'image d'un bon sauveur, ça nous donne un peu à voir de la situation actuelle des citoyens dignes et courageux qui se battent, et certains journalistes qui courbent l'échine. Merci Hassan. Donc on commence évidemment par le sujet qui a attiré notre attention, les mauvaises nouvelles d'avant-hier, le tribunal à Ben Ramdan, puis la bonne nouvelle d'aujourd'hui au tribunal de Bab el-Oued. Est-ce vraiment une justice à deux vitesses, ou est-ce que tout cela était écrit ainsi et préparé ainsi? On commence avec vous, Hassan.
Tout ça s'inscrit comme dans un contexte, celui de la grève des magistrats, qui n'aurait pas pu avoir lieu sans l'insurrection citoyenne. Et ça montre à quel point effectivement des situations de ce type peut libérer, peut émanciper. Et ça montre aussi que ces juges-là, c'est des Algériens qui vivent avec nous, ils ont une conscience et qu'une situation peut les emmener dans une direction comme dans une autre. Et il faut dire quand même, pour nuancer, il y a un seul juge qui condamne, ou plutôt un tribunal qui condamne. Et dans beaucoup de tribunaux, beaucoup de juges, qui condamnent, c'est-à-dire qui jugent non pas selon ce que la loi, le code pénal, et d'autres qui quand même ont leur âme et conscience, en toute indépendance, décident d'appliquer la loi. Alors, Linda, vous avez vécu cette journée passionnante aujourd'hui au tribunal de Bab el-Oued, où il y avait beaucoup de craintes parce que, évidemment, la veille à Sidi Mohamed, il y a eu des condamnations à 1 an de prison, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis. Aujourd'hui, c'était tout le contraire. Comment on peut l'expliquer pour le même chef d'inculpation, pour ce même délit, bien sûr, entre guillemets, l'article 79 de la Constitution, du Code pénal? Tu avais dit, Khaled, est-ce que c'était écrit comme ça ou non? Moi, je pense que la feuille de route du pouvoir est claire. Les discours du chef de l'état-major sont clairs aussi. Mais il y a des juges qui sont intègres, qui sont sincères, qui travaillent correctement, dont le juge du tribunal de Bab el-Oued, comme ceux de Tlemcen aussi, de Chlef et autres. Donc voilà, c'est des cas isolés, c'est des juges qui font leur travail correctement. Et c'est vrai que c'était une surprise. Moi, j'ai assisté au procès le 23 octobre passé et j'ai vu le comportement du juge et à la fin du procès, il était presque déçu de ne pas pouvoir les acquitter ce jour-là. Et la limite demandait des excuses aux détenus. Il leur a dit qu'il n'avait pas lu le dossier, qu'il allait le faire et rendre le verdict le plus tôt possible. Mais il y avait la grève des magistrats qui a bloqué. Bon, il avait dit qu'il allait prononcer le verdict une semaine après, mais c'était la grève des magistrats. Donc aujourd'hui, j'étais parmi les rares personnes qui étaient optimistes dans la salle d'audience. Et voilà, le juge était à la hauteur de mes attentes à moi et a surpris beaucoup de personnes. Sinon, c'est un cas isolé, je pense. Voilà. C'est quand même incroyable, Saïd Jafar, que hier, les accusés pour le même tort, si on peut dire, restent en prison. Les mêmes qui ont fait la même chose sont libérés. Je voudrais dire aussi, moi je connais quelques magistrats qui sont très honorés par le jugement d'aujourd'hui. Hein. Certains me l'ont dit, ils sont très fiers et ils considèrent que c'est ça le prélude d'une justice indépendante, c'est la justice qui est conforme à la loi. Or, la loi, il n'y a rien. Donc, le code pénal, le premier article du code pénal, il n'y a pas de sanction quand un crime n'est pas formulé de là. Donc, il y a une aberration dans ça. Mais moi, j'observe aussi que les jugements qui sont les verdicts de Sidi Mohamed, si c'est réellement une atteinte à l'intégrité nationale, 1 an de prison dans 6 mois avec sursis est trop faible. C'est-à-dire, on est dans la contradiction la plus totale, parce que une atteinte à l'unité nationale, c'est quelque chose de grave et qui, du point de vue de tous les Algériens, mériterait infiniment plus que 6 mois de prison ferme. Et donc, il y a quelque chose d'anormal, c'est un jugement qui des avocats l'ont dit, qui sert à couvrir la détention préventive, mais qui n'est pas réellement en conformité avec la loi. Maintenant, comment l'expliquer? Vous savez, il y a des avocats qui ont fait une conférence de presse et ils ont dit qu'il y a une situation d'exception à Sidi Mohamed. Et après le verdict qui a été prononcé, il y a eu une avocate qui a parlé même de république de Sidi Mohamed. Il y a un problème qui se pose, qu'on s'explique pas. Si du point de vue de la logique juridique, très clairement, c'est Bainem, c'est Annaba, c'est Chlef qui sont dans la loi. Et donc, il y a quelque chose à éclaircir. Moi, je pense, en fait, que
ce sont des juges qui se libèrent avec la société algérienne. Parce que jusqu'à présent, la justice, c'est quelque chose d'uniforme, un appareil, obéissant, etc. Aujourd'hui, avec une société qui bouge, les juges eux-mêmes en font partie, ils s'interrogent et certains assument déjà ce que la société exige. Que demande la société algérienne? Une justice indépendante et responsable qui fait son travail selon la loi. Et je pense que ce n'est pas un truc écrit, il n'y a pas de décision qui dit à Sidi Mohamed de faire ça et ailleurs de ne pas le faire. Il y a des juges qui sont en train d'assumer très clairement des choix que nous préférons nécessairement ceux qui nous paraissent les plus conformes à la loi. Quelle est votre lecture de ce jugement à deux vitesses entre deux tribunaux? Je suis pas très très d'accord avec ce que dit Hajj, parce qu'il le dit de son point de vue et de sa perspective à lui. Moi, je vois ça différemment. Je vois ça comme étant une mise sous pression du Hirak et des tentatives de faire peur aux gens. Hein. Il faut pas oublier que le but du pouvoir depuis le 2 avril, c'est que les gens rentrent chez eux. C'est qu'il n'y ait plus de manifestations. Et donc, qu'ils mettent des gens en prison à partir d'Alger, de Chlef, de Annaba, ce n'est pas important. L'effort d'influencer un seul tribunal en Algérie suffit pour effrayer suffisamment de monde pour ne pas les laisser descendre dans la rue. Et donc, je pense que ils descendent pourtant et ça ne les arrêtera pas. Et on est dans une stratégie de diffusion d'une certaine peur et d'une mise sous pression. C'est vrai que c'est bien de féliciter les juges qui se sont prononcés. En fait, ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail, mais j'ai quand même l'impression qu'on est passé sur notre appréciation des juges qui n'ont pas fait leur travail. Ouais. Personne d'entre nous n'en a parlé, et c'est tout à fait inadmissible et gravissime. On en appelle à leur conscience, à leur professionnalisme. En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que même au plan du symbole, parce qu'on ne tournons pas autour de Pau, c'est une stratégie où on met la Kabylie et le drapeau berbère comme étant antinomique avec le pays général, comme étant une source de division, etc. Et les jugements qui ont été prononcés servent en quelque sorte à justifier au niveau de la justice cette vision paranoïaque et absolument absurde, mais l'importance des jugements de Baïnem, de Annaba, c'est que aussi au niveau de la justice, on ne joue pas sur ça. L'unité nationale n'est pas menacée par un drapeau, quel qu'il soit. Pour le moment, l'unité nationale est menacée par d'autres personnes, hein, vu que nous avons un pays de justice. Donc, dans le même ordre d'idée, il fallait quand même assister au procès de Sidi Mohamed de lundi jusqu'à 3h du matin. C'est quand même exceptionnel l'attitude des détenus qui sont jeunes, hein, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et c'est extraordinaire comme discours. Effectivement, ils disent à aucun moment ne pensons porter atteinte à l'unité nationale. Ils disent, nous avons le drapeau amazigh qui incarne pour nous une identité, une culture, mais il n'est jamais en opposition à l'emblème national qui incarne le sacrifice des martyrs qui ont défendu ce pays, qui ont libéré ce pays auprès d'un sacrifice suprême. Et le juge était à ce moment-là désemparé, était démoli intérieurement par l'attitude d'une jeunesse quand même qui n'est pas dans la langue de bois, qui n'est pas dans un nationalisme à dessous, mais qui avait quand même une attitude de vrais citoyens, qui savent qu'est-ce que c'est que l'unité nationale, qui savent qu'est-ce que c'est que l'Algérie, qui savent qu'est-ce que c'est que défendre un bien commun, qui savent qu'est-ce que c'est que défendre la maison commune qui est l'Algérie. Ils ne sont jamais dans l'esprit ni de division, ni d'opposition sur des questions qui ne font pas avancer. Et il y a deux filles quand même extraordinaires. C'est Myriam Soussi qui dit au juge, vous me libérez aujourd'hui, demain je sortirai avec le drapeau. Et il y avait Nour El Houda qui était là, elle se demandait bon sang de bon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas fait de mal à personne. Et c'est pour dire que
même si on veut, avec le tribunal de Sidi Mohamed, on veut faire peur, et ces jeunes-là montrent que la peur ne fait plus peur aux Algériens aujourd'hui. Personne n'a peur d'y aller en prison. Ça ne sert à rien de perdre du temps avec cette histoire de condamner systématiquement des gens pour des faits complètement absurdes. Et je dirais même le tribunal de Sidi Mohamed ne fait pas de mal aux Algériens. Il fait du tort au pouvoir qu'il veut défendre. Il fait du tort à ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir de l'État. Et ça, c'est eux qui menacent l'idée de la nation, l'idée de l'unité, de l'union, de la communion. C'est eux qui sont en train d'abîmer, de ce qui reste en tout cas de l'Algérie qu'on a connue jusque-là. Linda? Juste tout à l'heure, Khaled, tu m'avais posé la question, la différence entre les deux verdicts à Bab el-Oued et à Sidi Mohamed. Moi, je pense aussi qu'il y a une petite différence, c'est qu'à Sidi Mohamed, il y a des militants, des élus, des gens quand même qui sont un peu plus actifs que les jeunes détenus à Bab el-Oued. À Sidi Mohamed, on a Samira Msoussi, on a Msaoud Leftissi et autres. Par contre, à Bab el-Oued, c'est des jeunes citoyens qui ont juste brandi l'emblème Amazir et qui n'ont pas une très grande influence comme les militants à Sidi Mohamed. Peut-être que c'est ça qui fait la différence aussi, que les militants sont ciblés plus que les autres. Non, peut-être peut-être que les leaders sont ciblés plus que les autres. Linda, à mon avis, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'information sur le procès, ça circule pas. On informe un avocat par un SMS, donc beaucoup de gens ne savaient pas que le procès, qu'aujourd'hui allait le verdict allait être prononcé aujourd'hui. Mais c'est quand même dingue. Moi, j'ai découvert des choses comme hallucinantes. On condamne quelqu'un parce qu'il vendait des pins. On a arrêté quelqu'un parce qu'il était à côté de quelqu'un qui brandissait un drapeau. C'est-à-dire, oui, c'est les arrestations en vrac. Il y a une chose grave à dire quand même. C'est-à-dire, si la justice n'est pas un recours face au pouvoir, face à l'arbitraire du pouvoir, c'est un grave problème dans ce pays. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a vécu dans une logique jusqu'à présent d'un appareil judiciaire qui est obéissant, mais aujourd'hui, on a un pays qui a un problème avec le pouvoir, qui demande une renégociation du rapport de la société au pouvoir. Ici, la justice, aujourd'hui, n'assume pas, même pas, on lui demande pas de faire de la jurisprudence, de coller juste à la loi. Pas de faire jurisprudence. Sur le cas des drapeaux à Mazir, c'est très clair. Tous les avocats, tous les juristes vous le diront. La loi, il n'y a rien qui ne justifie qu'on mette en prison des gens pour port de drapeau à Mazir. Ici, la justice ne dit pas la loi. Dans un contexte de crise, de difficulté majeure, il y a un vrai problème. C'est très sérieux. Et il y a un problème de responsabilité à assumer. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à des décisions similaires, selon vous, de libération dans les prochains jours, où tout dépendra aussi du tribunal? Parce que la prochaine session, c'est à Sidi Mohamed. Est-ce qu'il y a d'autres jugements qui sont attendus dans d'autres tribunaux, à Alger notamment? Il faut craindre qu'à Sidi Mohamed, moi, je souhaite pas. Il faudrait qu'à Sidi Mohamed, ils vont continuer sur la même logique. Sauf que le prochain procès, c'est le 18 novembre. C'est après le commencement de la campagne électorale. Peut-être que ça sera différent par rapport à ça. On m'offrez une très belle transition. On espère que Baïnem les inspirera. Vous m'offrez une très belle transition concernant l'élection présidentielle, puisque les préparatifs se poursuivent. Nous sommes à un mois maintenant de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Il y a eu de plus en plus, je ne sais pas comment on peut les qualifier, de manifestations pro-élection. Est-ce qu'elles sont spontanées, populaires? En tous les cas, il y a eu des affrontements. Aujourd'hui, à Annaba, il y a eu plus de 70 personnes arrêtées. Est-ce que c'est ça, l'affrontement qu'on craignait depuis longtemps entre les deux camps? Akram. Non, on est sur une démarche organisée de contre-manifestation qui a débuté il y a une semaine maintenant, qui a débuté dans des villes du sud, Ouargla, El Far, Rouat, etc., qui maintenant est en train de s'étendre à d'autres villes. Je pense qu'il y a eu ça a commencé à Oran aussi, donc ils sont en train de monter crescendo. Les gens n'adhèrent pas, donc ce sont les résidus d'associations, d'organisations de masse du FLN et du RND qui sont en train d'essayer de mobiliser. On voit une surmédiatisation de la part des chaînes de télévision privées et des chaînes gouvernementales, tout en rappelant que ces chaînes-là ne couvrent pas les manifestations populaires qui réunissent des
centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes chaque semaine. C'est tout à fait risible, hein, on le voit sur les réseaux sociaux, les gens rigolent de ces manifestations-là. Mais c'est en train d'être fait dans un cadre concerté, organisé, etc. Il y a des moyens qui sont mis, il y a des banderoles qui sont imprimées. Donc il y a un appui des autorités. La logique de la contre-manifestation, elle est connue. Hein, c'est à la fois montrer que il y aurait une partie de la population qui soutiendrait le pouvoir et surtout provoquer la violence, provoquer des incidents avec les locaux et peut-être justifier plus de présence policière, plus d'intervention policière, etc. Et là, je crains fort qu'on aille vers ça, hein, vers une logique de confrontation. Pour revenir au premier sujet, on voit aussi toute la stupidité, la brutalité du pouvoir. Hein. On a eu beau essayer de faire du wishful thinking depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, à s'attendre à des gestes d'apaisement en vue de la campagne électorale. On ne voit que qu'une montée crescendo vers la répression, la violence, etc. Oui, Linda ? Moi, je ne sais pas si on peut appeler ces quelques personnes, 2-3 personnes contre manifestation. On a vu à Djelfa, par exemple, c'est vrai qu'il y a une très très grande propagande de la part des chaînes de télévision, notamment le NTV. Mais après, il y a ce qu'on appelle le VAR ces jours-ci. Il y a des personnes qui prennent ces tout petits groupes microscopiques avec leur téléphone et on voit que c'est des groupes qui ne dépassent pas 10 personnes. Les quelques rassemblements où il y a 20, 30 personnes, ils sont ramenés par des bus. C'est des personnes âgées, en général, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe. On a vu des témoignages sur les réseaux sociaux. On a vu des personnes qui ignoraient vraiment de quoi il s'agissait. Aussi, pour ce qui s'est passé aujourd'hui à Annaba, c'est un peu spécial quand même. C'est la ville de Gaïd Salah. On sait qu'il y a plusieurs conflits. On sait que c'est sensible là-bas. Donc pour la confrontation là-bas, on savait qu'il y aurait peut-être problème à Annaba, mais pas ailleurs. Moi, je suis pas d'accord avec Linda sur le fait de minimiser la chose et de regarder la chose de haut. Hein. Parce que c'est très important. La télévision en Algérie a tendance à certifier, officialiser les actions. Donc ça va enraciner dans la mémoire collective le fait qu'il y ait des Algériens qui sortent pour défendre l'armée et défendre les élections. Il ne faut pas le voir d'un point de vue Facebook, il faut le voir à la télévision. Ça, c'est très important et très grave. Donc ça veut dire qu'il y a organisation, concertation et il y a surtout stratégie derrière tout ça. Et il faut la comprendre. Oui, mais sur le terrain, il n'existe pas. Ce que je veux dire, sur le terrain, le contre-manifestation n'existe pas réellement. Mais je veux te dire aussi, Akram, juste, je veux te dire, mais pour le 22 février, l'appel n'a pas été diffusé à travers les chaînes de télévision, ni le NTV, et pour la mobilisation depuis, le Hirak n'a jamais utilisé ni le NTV, ni les autres chaînes de télévision. Donc, je ne vois pas où est l'importance de ces images maintenant. En fait, ça rappelle un peu les marches spontanées des années de 95, hein. 95, c'est ça, hein. 95. À la différence près que en 95, c'était totalement verrouillé. Aujourd'hui, il y a le Facebook, il y a les téléphones portables. C'est vrai que ça perturbe là. C'est ça le problème du pouvoir, c'est qu'il continue à fonctionner sur des modes qui sont en décalage avec l'évolution même de technologiques. En 95, ils ont pu organiser des manifestations spontanées, et on était dans un état de siège, dans un contexte de violence où effectivement une partie des gens étaient prêts à dire on y va aux élections pourvu qu'on sorte de ce truc. Mais aujourd'hui non, il y a pas de violence. Le Hirak est pacifique, et aussi des gens ont des téléphones et ils filment et ils montrent. On a eu aujourd'hui pour Annaba, moi j'ai vu des images des cars
ramené dans l'enceinte du complexe d'El Hadjar, ça ramène à des années 70. Ça donne une image totalement arriérée du régime. Ce n'est pas... Hassan? Non, je voudrais quand même mentionner un fait qui est quand même qui est dangereux. C'est-à-dire quand on ramène des gens, que les gens expriment leur point de vue, leur opinion, ils sont libres, c'est défendable. Mais ce sont des rassemblements inspirés, mais qui ne dépassaient pas les centaines de personnes, dans certains cas 10, 15, et qui tiennent un discours qui est diffusé par la télé officielle. Encore une fois, c'est sur instruction, c'est pas de l'initiative de l'ONTV. Des gens qu'on passe en boucle à la télé qui disent nous soutenons l'armée. Nous défendons l'armée. Cela suppose que l'armée est menacée. Il y a des ennemis de cette armée. Or, il n'y a pas d'ennemis de l'armée. Il n'y a aucun Algérien censé qui est contre l'armée. Ça n'a aucun sens. Et deuxième effet négatif pour l'armée, en tout cas, c'est de montrer que finalement, dans ce pays, il y a des centaines de personnes qui défendent leur armée, qui sont d'accord avec leur armée. Et ça n'est pas bien pour l'armée. Et je ne comprends pas comment il doit y avoir des militaires qui pensent à tout ça. Je ne sais pas comment ils réfléchissent. Finalement, dans le pays, ils sont soutenus par une poignée de personnes. Ça n'est pas bien. En réalité, les gens le disent par millions dans chaque vendredi que l'armée, ça nous appartient. L'armée fait allégeance à la patrie, l'armée fait allégeance à la nation. Elle ne peut pas faire allégeance à des personnes ou à un groupe de personnes. Donc, c'est un spectacle affligeant. Il faut en finir avec ça au plus tôt possible parce que ça laisse des traces. Il se tire des balles dans le pied. Et cette campagne qui va commencer dans 4 jours, ça peut être laborieux. Le candidat Abdelkader Benkrine a été chassé et chahuté à Tindouf. Benflis et Tebboune ont présenté leur programme électoral. On ne sait pas encore 4 jours avant comment va se dérouler cette campagne. Est-ce qu'elle sera à huis clos? Est-ce qu'il y aura des meetings dans les grandes salles, notamment à Harsha, Alger, dans les grandes villes? On ne sait pas encore et on devine qu'il y aura une présence et une protection policière importante, non? Ça sera la même chose que les contre-manifestations, une propagande, une surmédiatisation, des bus, des meetings à huis clos truqués, et des candidats aussi chassés comme Benkrine à Tindouf. Et voilà, juste pour Tindouf, c'est bien que c'est passé pour casser le mythe et l'idée, la fameuse idée que la Grande Poste n'est pas l'Algérie. Oui, la Grande Poste n'est pas l'Algérie. Je prends juste un exemple. Benflis a fait une grande campagne en 2004 et 2014. On est d'accord. Est-ce que c'est possible de le faire maintenant en 2019? Voilà. Est-ce que les conditions d'une campagne où les hommes politiques... Parce que c'est quoi une élection présidentielle? Une élection présidentielle, c'est un moment où il y a un débat national, où il y a des bilans, c'est-à-dire où des équipes font un bilan de l'équipe qui est en place, où l'équipe qui est en place défend son bilan, ils débattent, ils discutent, et ça demande des conditions minimales de liberté, Or, là, ça peut ouvrir le sujet vers là. Ouais. On a les médias verrouillés, on a des arrestations, on a un climat totalement détestable. C'est absolument pas propice pour une vraie campagne électorale. Et au-delà des candidats, à la limite, même n'importe quel candidat, même s'il est brillant, même s'il a du charisme, dans des conditions... Est-ce qu'il y en a parmi les 5 Est-ce qu'il y en a parmi les 5 qui sont brillants selon vous? Non. Non, moi, à la place des partisans de Benflis, de son staff, ils devraient s'inquiéter, quoi. Voilà. Akram, comment va se dérouler selon vous cette campagne? Quel est le mode opératoire? Est-ce que ça sera à huis clos ou est-ce qu'ils vont prendre le risque de provoquer la colère des gens et d'aller vers des affrontements? Autant je ne pense pas que la population ait comme objectif d'empêcher la tenue de l'élection du 12 décembre de manière violente ou de manière physique. Ça, je le pense pas, je l'exclus. Vu le caractère pacifiste du mouvement, bien sûr. Autant je suis certain que personne ne ratera l'occasion de chahuter un candidat qui se présenterait dans sa wilaya, dans sa ville, dans sa rue, etc. Et donc ça pose un challenge beaucoup plus important que l'organisation des élections,
pour deux raisons. Premièrement, parce que ça crédibilise le processus électoral. Et puis ça montre que l'État est présent, que les autorités sont présentes et peuvent protéger ces candidats-là. Et donc, je pense malheureusement que il y aura une réaction policière aux tentatives de chahutage qui malheureusement risque d'avoir. Et vous dites qu'il n'y aura pas d'empêchement physique, qu'il n'y aura pas de violence. Est-ce que cela peut se traduire par une abstention record? Mais même dans ce cas-là, est-ce qu'on pourra faire confiance aux chiffres qui seront communiqués le 12 décembre par le ministère de l'Intérieur? Non. Ça, on est dans le classique. Ça, c'est un non-événement. Ouais. De toutes les façons, on est dans le même processus que 1995. Hein. C'est une sorte de relégitimisation du pouvoir par l'élection. Mais est-ce que la présidentielle de 95 était aussi rejetée que celle-là? Et il n'y avait pas les moyens d'opposition, surtout en 95. Et c'est ça l'erreur du pouvoir aujourd'hui. Hassan? Ce qu'il faut dire, c'est que l'élection présidentielle, dans ce contexte, est une réponse faible, mais très faible, par rapport à la crise majeure que vit le système politique algérien. Voilà. Et c'est à partir de cela que les gens rejettent cette élection. C'est pas une réponse, c'est vraiment, on présente ça des aspirations populaires. Et elle se déroule dans un contexte violent, dans un contexte de répression, dans un contexte d'interdit, dans un contexte où on empêche l'exercice politique. Une présidentielle, cela suppose un débat politique serein. Et c'est une présidentielle d'urgence qui répond à un impératif de pouvoir, mais pas à celui des exigences de l'Algérie d'aujourd'hui. Il va sans dire que les citoyens vont empêcher les meetings électoraux. C'est évident. Et pas seulement dans les grandes villes. Anna Tindouf vient de donner l'exemple. Le candidat Bengrina qui a été perturbé, chahuté à Tindouf, il les a traités de Arbia. D'idiot, c'est quand même c'est de la provocation, c'est-à-dire là où il passe ce type-là, il aura à entendre en tout cas. Et c'est vrai qu'à partir de 17 ou le 18, la campagne. Le 17 il va y avoir une tension une tension vive, parce qu'il va y avoir les gens vont empêcher les candidats. Les candidats ne vont pas descendre sur le terrain, ils vont pas faire campagne de manière classique. La campagne va se dérouler sur les plateaux de télévision beaucoup plus et sur les réseaux sociaux. Mais ils vont se prendre une vraie raclée et on a déjà les prémices de ce que va être cette campagne électorale. Il ne faut pas oublier qu'en février dernier, ça a commencé par une pré-campagne électorale. Oui, absolument. Khenchela Kharrata, c'était une lame de fond qui est venue... Je vais quand même dire, je vais prendre le risque, encore une fois, que le 12 décembre n'est pas certain. Alors, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y a un risque. Voilà, je prends un gros risque en disant cela. Moi, j'ai le souvenir, quand vous parlez de meetings chahutés, j'ai le souvenir qu'en 2014, Sellel a eu beaucoup de meetings chahutés, notamment en Kabylie et dans le sud du pays. Ça, c'était en 2014, donc ça fait 5 ans. Alors, que dire aujourd'hui? Restez avec nous, le Café Presse Politique revient dans un tout petit moment.